La voix, c'est un instrument magique. Ça, c'est complètement magique parce que la voix, c'est individu aussi. C'est toute notre personnalité, comment on parle, comment on attire quelque chose, quel appui, quel accent. Tout est là dans la voix, en fait. Et c'est avec ça qu'on communique. C'est comme notre, how do you say this, fingerprint? L'empreinte. L'empreinte, c'est unique, il n'y a pas la même voix. Il y a des similarités, mais on a chacun nos propres voix. La voix, mais aussi le bruit d'un couteau qui coupe des oignons sur une planche en bois, un tissu qui glisse entre les doigts ou une cuillère qui tourne dans une tasse sont autant de sons et d'outils pour les oreilles d'une compositrice. Diana So joue de tous les instruments que la vie lui offre et c'est le sens, au-delà de la musique, qu'elle recherche lorsqu'elle compose. Ce qui l'intéresse, ce sont les sensations, les émotions qu'elle ressent et qu'elle veut retranscrire. C'est passionnant de l'entendre raconter comment elle compose avec les musiciens, comment elle n'arrête jamais d'apprendre et de rester ouverte pour pouvoir s'adapter à la manière de jouer et chanter de chacun. Et comment elle questionne à chaque fois son travail pour atteindre une justesse, pour concevoir des sons dont les résonances sont bien équilibrées, pour parvenir aux sons qui sont nécessaires au bon moment. Sur le fil de la création est le podcast du Musée des Arts Décoratifs et du Design à Bordeaux. Il donne la parole aux créateurs pour emprunter avec eux le cheminement intime de leur processus de création. Dans cet épisode, Constance Rubini, directrice du MAD Bordeaux, rencontre la compositrice Diana So. Ensemble, elles reviennent sur son parcours et remontent le fil de la création de ses œuvres musicales. Bonjour Diana. Bonjour Constance. On vient d'entrer dans ton bureau, l'endroit où tu travailles, où il y a un piano électrique, et puis ton ordinateur, et voilà. Et sur la porte, quand même, un petit sticker où il y a écrit « What's that noise ?» Quel est ce bruit? Ça veut tout dire. Tu es une compositrice de musique contemporaine, avant-garde, jouée dans énormément de festivals, récompensée par beaucoup de prix. Tu es présentée aussi dans des lieux de musique de création musicale importante, notamment par exemple l'Opéra de Bordeaux, où cette année tu es compositrice invitée. Je crois qu'on dit co-compositrice. Je crois qu'ils ont nommé ça artiste associé. Artiste associé, voilà. Et ils vont présenter au mois de janvier 2024 de Carmen Case, qui est le dernier opéra que tu as conçu, je crois, en collaboration avec Alexandra Lacroix et avec Elena Schwartz également. Mais tu as commencé, avant la composition, tu as commencé par le piano, tu as appris le piano et le chant. Et je crois que c'est quand tu as décidé de devenir compositrice que tu t'es mis à voyager, que tu es partie, que tu es allée parfaire ta formation à Buffalo aux États-Unis. Et après, à l'IRCAM, ici à Paris, l'IRCAM étant cet endroit d'expérimentation musicale où on apprend à la fois la composition, mais aussi l'innovation technique et scientifique. Quand on est passionné de musique, quand on aime la musique, on peut être soit interprète, soit chef d'orchestre, soit compositeur. À quel moment ou comment toi tu as décidé de devenir compositrice ? Je crois pas que j'ai décidé clairement un jour, dire tiens, je veux d'être compositrice. Je crois que c'est un truc assez organique et aussi que c'est une question de rencontre. Parce que à quel moment de notre vie on rencontre quelqu'un qui est intéressé ou passionné par quelque chose et qui est un prof ou un adulte et tout. Et donc c'est parce qu'on fait qu'en devenir. Je crois que c'est plutôt ça en fait. Le choix, ça vient après, ou l'affirmation de cette choix, ça prend des années avant que je dis « Ah bah tiens, je suis en fait. Je suis une compositrice. » Parce que ce n'est pas l'ambition de départ, ce n'est pas ça du tout. Mais ça veut dire qu'au départ, tu t'es formée pour devenir pianiste ou tu pensais... Parce que quand on fait des études et qu'on commence... Tu as commencé à travailler il y a combien de temps à peu près ? Piano, j'ai commencé à apprendre à l'âge de 4 ans. Le chant, c'est à peu près 11-12 ans. Ouais. Et j'ai toujours chanté dans n'importe quel contexte, dans la salle de bain, dans la rue, n'importe où, mais aussi dans le chœur. Et bien évidemment, on prend des cours et tout. Et je suis diplômée et j'ai fait aussi les études assez intensives dans la période d'adolescence
pour le but de devenir une musicienne et très concrètement de devenir chef de chœur parce que à Singapour les chorales c'est vraiment quelque chose qui réunit tout le monde et l'idée est belle et j'adore de vivre avec tout le monde et du coup c'est ça le point de départ mais peu à peu je vais devenir compositrice et maintenant je suis. Et tu as fait un petit détour par les États-Unis, c'était Oui. pour parfaire une formation, pour voir ce qui se passait ailleurs. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir de chez toi et à voyager? Parce que je trouve que j'arrivais aux limites éducation musicale chez moi dans le domaine de composition. Et aussi, j'aimais bien trouver un endroit complètement différent de où j'ai habité pour 20 ans. Donc, du coup, j'ai choisi Buffalo. Une part parce qu'il y a toute une culture musicale assez expérimentaux. Il y a Morton Feldman et tout qui est là. Il y a l'époque de John Cage et tout un Fluxus Movement. Il y a mon ancien prof David Felder qui enseigne à l'université. Mais là-bas, il neige tout le temps. Jusqu'à avril en fait. Il y a la neige. Oui, donc oui. C'est assez impressionnant parce que à Singapour, il n'y a pas de neige. Donc j'ai choisi aussi parce que c'est un contraste complet. Et c'est un dépaysagement et je trouve que parfois un truc extrême comme ça peut provoquer quelque chose. Et là-bas, c'est très très isolé. On est bien d'accord, c'est toute la nature, c'est pas une métropole du tout. Du coup, j'arrive à trouver ou développer une partie de moi qui j'ai jamais rencontrée. Juste rencontrer moi-même là-bas. C'est quelque chose de merveilleux. Ça veut dire qu'il faut être loin quand même parfois pour découvrir des choses qu'on ne connaissait pas. Oui, pour être perdu. Pour être perdu. Oui. C'est la curiosité aussi. Oui. Donc c'est plutôt à Buffalo que tu as appris la composition? Oui, aussi, oui, avec mon professeur David Felder. Mais est-ce qu'on peut vraiment apprendre la composition? Il peut nous guider dans notre instinct, peut-être, nous donner des conseils. Quand j'étais étudiant, je n'ai pas encore trouvé mon pourquoi. Je pense que c'est ça. À l'époque, je comprenais pas du tout la musique contemporaine, on peut le dire ça. Et donc, je découvrais plein de choses avec les professeurs de mon conservatoire à Singapour. Ensuite, j'allais à Buffalo et tout pour apprendre vraiment des trucs expérimentaux. J'ai fait aussi à l'époque des performance art parce qu'il y a toute une tradition de Fluxus Movement à New York qui est assez délirant. Et ça m'appelait beaucoup. Et voilà, il y a tout ça. Il y a tout ça que j'ai fait au départ. C'est parce que je voulais être un meilleur chef, je pense. Donc tu sais aussi diriger? Oui. Je pense à l'époque, j'ai pas la maturité encore de vraiment saisir, aimer dans le corps. Et je sais pas pourquoi. J'ai pas retourné en fait. Le chemin a été pris et dans laquelle j'ai dit au début, ça me prend des années avant que je sais, ah oui, je suis une compositrice. Parce que pour longtemps, je rejetais. Ah oui? Oui, c'est difficile à dire. On a passé toute ma vie de pratiquer un instrument que je n'utilise plus. Tu l'utilises quand même pour composer, justement. Ah, c'est pas la même utilisation. Non, bien sûr. Ouais. Non. Mais plus jamais tu joues, même pour toi? Ah, je joue, oui, je joue avec ma fille, je joue pour moi, je chante pour moi. Mais c'est pas la même chose. Tu pourrais plus être interprète? Je pense pas. À l'époque, à l'adolescence, je travaille 5-6 heures par jour. Ouais. Les répertoires un peu durs presque. Il faut travailler. Ouais. Ouais. Les travails constants, tu travailles pas pour une journée, 2 journées, ça va. Mais quand tu travailles pas pour des années, les gens entendent. Ouais. Oui. Donc c'est un peu, c'est la raison que je dis c'est un peu dur. La transition, ça prend des années. Et maintenant, je suis reconfortée parce que je sais qui je suis. Je sais pourquoi un compositeur ou une compositrice est nécessaire. Comment je me rends nécessaire dans le projet aussi. Et au début projet, j'ai toujours trouvé le moyen de vivre avec eux, de chanter un peu avec eux, diriger un peu toujours et jouer un petit peu aussi. Donc ça reste en moi, mais je suis plus... C'est plus mon rôle. Je peux pas aujourd'hui dire « Ah oui, je suis pianiste. Ou non, je suis chanteuse. » Ça marche pas. Ça, c'est moins confortable. Maintenant, c'est comme « Oui, je suis compositrice. » Ça marche bien. Et en fait, tu as fait 3 formations différentes de composition. Une à Singapour,
une aux États-Unis et une à l'IRCAM, où aussi là on rencontre des tas de gens qui font des choses un peu différentes, à la fois de la création musicale mais du design sonore. Et puis beaucoup de technologies. Ça c'est une dimension donc que toi tu n'avais pas encore travaillé, la partie numérique ou électronique de la musique. Avant IRCAM, non, pas du tout. Donc j'ai pris à zéro vraiment à IRCAM, même comment brancher une câble. Oui. C'est difficile tout ça, non? C'est une formation qui est difficile. C'était pas difficile, c'était intense. La seule difficulté, c'est que tout le monde parle en français très rapidement et on mange en mangeant des consonnes, avec l'argot, avec tout un tas de cultures autour que je ne comprenais pas. J'apprends vite en fait, heureusement. Et aussi, il y a beaucoup de help files pour les technologies, programmation, tout est en anglais. Ah, donc ça, c'était plus facile. Oui, donc je passe ma journée à IRCAM en essayant de récupérer le maximum d'infos et le soir, je ouvre tous les help files pour apprendre comment ça a vraiment fonctionné. Et quand on introduit l'électronique dans la musique, ça veut dire qu'on redessine les règles parce que la composition musicale s'appuie certainement sur un ensemble de règles, peut-être des règles qui ont évolué au cours du temps et des époques, et l'époque contemporaine redistribue les cartes autrement? Wow. Quand on ajoute l'électronique, on travaille avec l'électronique, c'est vraiment on part à zéro. Et à IRCAM, on travaille plutôt avec le programme qui s'appelle Max, MSP, et du coup, on peut vraiment construire une machine, notre instrument, qui peut sonner comme on veut, vraiment comme on veut. Mais le problème, c'est qu'il faut apprendre d'abord. Et l'apprentissage n'est pas tout à fait direct. Et après, on a appris. Il faut maîtriser, qui prend du temps. Et du coup, heureusement, on a aussi des profs et des designers qui peuvent nous aider. Et c'est pas vraiment... L'électronique, c'est vraiment un outil. Comme le piano, comme un flûte, comme tout. Il faut pas penser c'est à part. C'est qu'est-ce qu'on voulait dire d'abord. Quelle expérience sonore on voulait créer. Et après, on voit est-ce que c'est important d'utiliser quel type de technologie. Est-ce que c'est un processing en live ou un processing à part. On a fait not in real time et après on ajoute sur la musique, on fait un playback. Même les choix de micro. Est-ce qu'on voulait faire en live l'instrument avec un soutien électronique ou pas, ou juste un pièce complètement électroacoustique? Est-ce que vous voulez faire un mix en live? Est-ce que il y a plein de questions en fait, parce que mais la question première, je voulais dire, c'est que qu'est-ce que c'est l'expérience et qu'est-ce qu'on voulait créer, qu'est-ce qu'on voulait dire, voilà. Donc en fait, c'est ça qui préside au départ. Quand tu commences la composition d'un morceau, c'est d'abord qu'est-ce que tu veux dire. C'est le thème, c'est le sujet. Oui, c'est comme, je suppose, c'est comme n'importe quelle chose, non? Comme un écrivain, c'est pareil, qu'est-ce qu'on voulait dire? Ou est-ce qu'il y a un son qui nous... Parfois, c'est un son qui me perturbe ou un son qui rappelle une sorte de sensation corporelle aussi. Ça peut être aussi un geste physique, ça peut être plein de choses. Mais après, on prend cette petite noyau et là, on fait pousser. Parfois, on arrive, parfois, on n'arrive pas. Et l'électronique peut être en engrais. Un engrais. Un engrais, oui. Et alors, comment on fait pousser, justement? Comment ça se passe? C'est magique, hein. C'est magique, hein. Oui. Parfois, on sait où on va. Oui. Parfois, on ne sait pas du tout. Et là, je trouve très excitant quand on ne sait pas du tout. Parce que ça veut dire qu'il y a plein de possibilités. Il faut faire les voyages avec. Et là, peu à peu, on trouve. C'est comme Il y avait un bouquin, je lis quand j'étais très très jeune, c'est un bouquin de Paul Hindemith. Il dit qu'un compositeur, c'est comme... Je paraphrase ça parce que c'est en anglais. Donc du coup, il dit l'inspiration, c'est comme un sort d'éclairage. Et tout d'un coup, on voit lumière et on voit toute la ville, mais ça éteint. Et après, il faut recréer toute la ville. Et là, on crée dans le noir pour recréer cette ville... Moi, mon impression, c'est qu'on ne recrée pas cette ville. On recrée la sensation ou instant qu'on a vécu sur ce moment d'éclairage. Par exemple, vous parlez de Carmen Case tout à l'heure. On a eu un éclairage. On a dit, on ne voulait pas la clap à la fin de le spectacle qu'on a eu pour 140 ans, dans lequel on a applaudi un féminicide. Donc ça nous éclaire pour 3 ans, pour qu'on écrit la musique de 1h45. C'est impossible d'avoir en un instant tout, 1h45 de musique dans la tête, mais c'est possible d'avoir une sorte de sensation
ou un sort de idée noyau qui nous guide. Et le pourquoi on fait ce qu'on fait, qui est assez magique en fait. Ouais. De Carmen Case, en fait, c'est une sorte de, pas prolongation, mais c'est comme une deuxième étape de l'opéra de Bizet. Je crois que c'est plutôt un dialogue. Un dialogue. En fait, il y a, je crois que c'est 2018 ou 2019, la chef orchestre Elena Schwartz qui m'appelle en fait. Elle m'a demandé est-ce que ça m'intéresse de travailler sur un projet de Carmen de Bizet. Et là, au téléphone, je réponds oui et non parce que j'adore cet opéra. C'est le premier opéra que j'ai vu en live en plus. Et il y a beaucoup de matière, hyper riche en orchestration aussi. Mais pourquoi et comment je pouvais être nécessaire. Et du coup, j'ai rencontré Alex et on a parlé et on a trouvé tous les deux un sort de bonne balance de comment approcher ce sujet. Est-ce que c'est juste écrire la récite? Est-ce que c'est réécrire tout le spectacle entier? Est-ce que c'est adaptation libre? Et l'idée, c'est je crois, le noyau qu'on a décidé l'ensemble, c'est que il faut interroger, il faut questionner. Oui, la musique est belle, la fin est très très belle aussi, la musique, mais on applaudit un féminicide. Ouais. Et donc aujourd'hui, en 2023, je pense que c'est difficile d'applaudir un féminicide. Donc du coup, est-ce qu'on pouvait créer quelque chose dans lequel, oui, Love existe. Love existe. Il est belle comme il est, musicalement. Mais est-ce qu'on peut dire quelque chose qui est socialement ou culturellement beaucoup plus pertinent de notre temps aujourd'hui? Et ce qu'on a vécu aussi, peut-être pas les féminicides, mais ce qu'on a vécu aussi comme femmes aujourd'hui, violence systémique et tout ça, tous les issues qui est beaucoup plus, moins joli, moins beau que la musique de Bizet. Ouais. Et maintenant, je devenais nécessaire. Et vous avez travaillé ensemble, toutes les trois, ou ou toi tu as travaillé de ton côté? Comment s'est passée la collaboration? On a développé tous les trois. D'abord, on a fait une résidence l'ensemble, tous les trois, à la Chapelle Musicale en Belgique. On a discuté qu'est-ce qui nous attire par rapport à Bizet. Quelle partie de Bizet il faut retenir. Quelle réplique dans le texte même qui nous refroidit. Et on parle de notre situation personnelle, les issues sociales et tout. Donc on a 5-6 jours de travail ensemble. Après, on fait un sort de découpage et un trame global de qu'est-ce qu'on voulait construire. Et après cette résidence, je pense que Covid a dû tomber. Et aussi, Elena ne pouvait plus rester avec nous sur ce projet. Et du coup, en janvier, ça serait Lucie Leguet. Elle a déjà fait la création avec nous et elle va faire toutes les reprises aussi avec nous. Est-ce que c'est par rapport à Bizet que tu écris ou est-ce que c'est par rapport à ce que tu veux dire aujourd'hui? Est-ce que tu as toujours Bizet en tête ou est-ce que tu te détaches de Bizet? Je ne peux pas complètement détacher de Bizet. Je pense que c'est vraiment perturbant. Tout le processus de création était perturbant, était un des projets les plus difficiles de ma vie. Je suis pas très sûre si je suis 100% satisfait de ce que j'ai créé en fait. Parce que c'est pas fini encore, j'ai l'impression. Parce que c'est pas une création totale, c'est pas 100% de moi. Donc, du coup, je trouve que la responsabilité est très très lourde dans un certain sens. Mais c'est compliqué le métier de compositeur ou compositrice parce que au moment où partition existe et les spectacles tournent, on parle pas de concert maintenant, c'est un spectacle, c'est une autre dimension, on est plus utile. Parce que eux, ils ont tout ce qu'il faut pour monter sans nous dans la manière de. Du coup, pour convaincu des producteurs, même des collaborateurs, de faire des changements, même peu, ça c'est comme on bouge les montagnes presque. Du coup, il faut faire vraiment au départ du projet. Et là, si on trompe, dès le départ de conception, la conséquence c'est long terme en fait. Et en même temps, tu as travaillé aussi sur un autre opéra qui s'appelle Façon tragique de tuer une femme. Il y a le son, il y a la musique, mais tu utilises tout ce qui est possible pour faire du son. Le bruit du stylo qui clique sur la page, le découpage des légumes, le chop, on dit en anglais, sur le bois. Et donc là, vraiment, on se rend compte de peut-être certains enjeux
qui sont sûrement des enjeux actuels de la façon dont tout peut faire musique, oui. Oui, en comparaison, je pense que la Carmen Case est beaucoup plus classique dans le sens, et traditionnel dans le sens dans lequel le livret est sorti, j'écris la musique là-dessus, après on met la mise en scène et tout est instrumental, et les chanteurs sont sur scène et l'orchestre dans la force. Donc ça c'est classique. Même si dans la forme classique on a beaucoup de trucs surprenants, il faut aller voir. En janvier 24, Opéra de Bordeaux. Ouais. Mais Façon tragique, c'est une autre expérimentation. Pourquoi? Parce que là, dans cet opéra, si on peut appeler ça opéra, il n'y a pas l'orchestre. Il n'y a que les chanteuses et acteurs sur scène. Et mon idée, c'est d'utiliser tout le corps, tous les gestes à devenir du son. Et du coup, il y a l'amplification de tous les objets. Même si on bouge une tasse, on fait tui-tui dans notre tasse de thé, tout ça, c'est écrit dans la partition, c'est chorégraphié. Et là, il faut trouver des bons partenaires pour bien comprendre, ah oui, cette geste-là, ça fait du son, donc c'est le domaine de composition. Mais ici, ça fait peut-être pas son dans ces domaines de mise en scène. Et où on fait la division, c'était jamais clair. Ou comment on divise le travail, en fait. Et c'est très intéressant aussi pour les chanteuses, parce que ils sont plus chanteuses pures dans laquelle tout le corps était visé vers le joli son ou des choses comme ça. On cherche vraiment les grains dans les voix. On cherche aussi de coordonner et contrôler chaque mouvement de la main, des pieds, où tourner la tête et tout, et aussi en utilisant des objets quotidiens dans la maison. Parce que cet opéra, ça parle d'un systémique violence. Les violences, qu'on ne voit pas forcément, qu'on finit pas par un féminicide, finit pas par la mort, mais ça reste en nous et il y a une sorte de... Ça nous entraîne pour des années psychologiquement. Jusqu'au point qu'un petit objet comme une tasse sur la table, un glissement, ça peut devenir très très forte. Et d'où vient l'intérêt de l'électronique, de la système d'amplification? Là, déjà, c'est tout un travail de où placer les micros, comment placer les micros et les reproductions du son. On a choisi de recréer un sort de personnage sonore sur scène qui n'existe pas, en fait. Donc, du coup, on a les sensations qu'il y a un fantôme sur scène. Ça peut nous faire rappeler un abus dans cette partie de la scène. Et qu'avec du son, on peut recréer qu'est-ce qui se passe il y a 20 minutes ou quelque chose comme ça. Donc c'est bien au-delà de la voix, en fait. C'est vraiment... Au-delà de la voix, oui. Et ça, c'était ton idée au départ, de développer tous ces gestes, tous ces... Je dis des bruits, je ne sais pas si on peut parler de bruit ou peut-être de son, c'est mieux. Ça, c'était... tu disais tout à l'heure que tu as besoin au départ d'une idée que tu développes, comme une intuition. Oui. Ça, c'est l'inspiration et aussi observation de beaucoup de chanteurs et aussi moi-même. Quand on est débutant, quand on chante, il y a toujours des tensions quelque part dans notre corps. Et l'idée, c'est de libérer le plus possible de la tension pour faire le moins possible physiquement pour qu'on... Il y a tout un tas de mécanismes dans notre corps quand on chante. Et j'ai remarqué même des professionnels ils sont sur scène et on voit s'il y a une note qui va pas ou un truc dans le corps, la main ça sort tout de suite comme ça pour soutenir la voix et toute une geste qui n'a rien à voir avec les mises en scène, qui communique rien signifiant. Un acteur fait pas ça. Un acteur est complètement dans le jeu. Mais une chanteuse ou un chanteur a besoin pour soutenir musicalement ce qu'il fait, qui rend le jeu acteur un peu et les jeux de gestes un peu bizarres parfois. Et donc c'est ça qui m'intrigue. Et je dis ah oui, il y a un problème là-bas. Parfois on peut on peut distraire les mains. Ah ouais, donc on occupe la main. On occupe la main. Et les metteurs en scène, ils connaissent ça à cœur. Ils peuvent faire arrangement d'un fleur pendant qu'ils chantent pour que ça soit plus naturel sur scène. Au lieu de faire autre chose et la main, ça sort dans une manière, allez, je soutiens la voix. Cette occupation de la main, je dis, qu'est-ce qu'on peut faire si je pousse à l'extrême? Et j'occupe tout le corps. Peut-être un jour, je vais réussir dans mon phase d'expérimentation. Donc ça, c'est pas un travail de composition que tu as pu faire chez toi, ici, dans ton studio. C'est vraiment quelque chose que tu as fait au jour le jour avec les chanteuses. J'ai fait avec les chanteuses. Ouais. J'ai fait avec moi-même aussi, pour qu'ensuite je notais dans le papier, pour qu'ensuite eux, ils prennent le papier, ils font le processus inverse, ils filtrent par leur personnalité, leur corps, et après, voilà, on S'approprie. s'approprie, voilà. C'est tout un processus.
Et donc, en fait, ce qui t'intéresse, c'est de faire à chaque fois des choses très différentes dans la composition. Tu pars d'idées très différentes, Oui. qui sont là très liées aux gestes, aux objets, mais qui peuvent être aussi parfois plus concentrées sur la voix. Par exemple, Tu es magique, on entend beaucoup les voix. Oui, dans cette pièce écrite pour la maîtrise de la radio, les filles sont incroyables, Sophie Janas aussi, et il y a beaucoup des utilisations des voix différentes, la manière de chanter qui n'est pas vraiment ce qu'on pense d'un maîtrise. Et aussi, il y a petites gestes en frottement des pantalons et tout, juste pour rigoler, je pense. Non, c'est pas si innocent que ça. Oui, ça part le départ de cette pièce, c'est vraiment le contexte, c'est un concert. Il faut être debout, il faut être dans une situation traditionnelle presque pour le concert. Mais ça, c'est le cadre. Et dans ce cadre, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle folie on peut avoir? Voilà. Et Tu es magique est très très important pour moi cette pièce. Ouais. C'est très beau, oui. Ah, merci beaucoup. C'est très très important. C'est un sort de mantra pour moi-même qui part d'une expérience personnelle qui est vraiment noire en fait. Et moi je dis je dois m'en sortir. C'est-à-dire ça veut dire que tu pars du chant pour toi ou de poèmes, c'était moi qui écris aussi. C'est toi qui écris le poème. Oui. Et c'est plutôt à dire à moi-même que je suis magique. C'est toi qui es magique ou c'est la voix qui est en soi quelque chose de magique qui est comme un instrument? Oui, la voix c'est un instrument magique. Ça c'est complètement magique parce que la voix c'est un individu aussi. C'est toute notre personnalité, comment on parle, comment on articule quelque chose, quel appui, quel accent. Tout est là dans la voix, en fait. Et c'est avec ça qu'on communique. C'est ça, donc en fait, c'est l'instrument le plus singulier qui soit, la voix. Oui, c'est comme notre, how do you say this, fingerprint? L'empreinte, c'est unique, il n'y a pas la même voix. Il y a des similarités, mais on a chacun notre propre voix. La voix, on utilise le mot la voix. Est-ce que vous avez trouvé votre voix dans la musique, la composition? La prof, tout le temps c'est ça. C'est quoi ta voix? Et tout. Et c'est tellement important la voix. Mais Tu es magique, la pièce, même, ça parle d'une situation professionnelle dans laquelle j'ai perdu mon pouvoir complet devant une situation très très difficile et j'arrive pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui comment on est arrivé à ce point-là. Mais je me rappelle, j'étais tellement en colère, j'étais dans mon chambre, hôtel, j'ai crié dans l'oreiller et là, je dis, moi je suis magique, je ne me mérite pas. Et là, je dis, Tu es magique. Ah oui, attends. Et ça a démarré. Oui, et j'ai je mets à la poubelle l'ancienne pièce que je voulais écrire pour la maîtrise. Ouais. Et j'ai tout démarré un autre truc, qui est maintenant cette pièce-là. Donc, Tu racontes ça comme si c'était sorti d'un jet. Il y a un gros travail derrière pour aboutir cette pièce. Cette pièce est assez... Ça vient très rapidement. Je sais qu'est-ce que je voulais dire, comment je voulais dire. Et après, le plus dur, c'est de faire les notations. C'est-à-dire de passer de ce que tu voulais dire à le papier que tu allais donner au chanteur. Oui, c'est pour passer vers le papier écrit à la main dans l'ordinateur. Ouais. Parce que je ne suis pas très fort dans le graphisme. Et il y a une partie graphique dans cette partition. Du coup, ça prend beaucoup de temps pour moi de tout faire à la main. Ça veut dire que toi, au moment où tu écris, t'as personne qui chante autour de toi. Donc toi, tu imagines, tu entends en fait tout ce qui se passe dans ta tête. Et c'est pareil quand tu composes, par exemple, quand tu composes Autour de moi, qui est un court concerto. Toi, tu as ton piano pour travailler, mais tu entends les autres sons au moment où tu construis. Comment ça se passe? La pièce Autour de moi, oui, j'ai mon piano. Et là, c'est mi-improvisé, mi-écrit et le processus de développement de les notes, ça c'est écrit. Mais d'abord, ça part d'un petit improvisation piano. Et pour l'instrument, au début de la pièce, c'est des résonances de piano. Et du coup, j'ai utilisé à peu près les mêmes notes dans les d'autres instruments en cherchant des sonorités que je voulais avoir. Et là, d'où vient l'expérience
chaque compositeur doit avoir en fait, dans laquelle on dit ah oui, la flûte dans ces registres ça va sonner comment, est-ce qu'on utilise en harmonique ou voilà. Et quand tu dis que chaque compositeur doit avoir, ça veut dire qu'il doit avoir en mémoire? On devait connaître comment ça sonne. Ah ouais. Ça sonne chaque instrument en fait. Et après, comment on peut faire sonner différemment. Et là, on devrait aussi savoir, en combinant deux instruments, qu'est-ce que c'est le résultat. Et ça vient avec l'expérience. Plus qu'on écoute, mieux c'est. Si on a des copains, on dit, tiens, fais ça. Voilà. Et si on voulait changer, expérimenter avec les couleurs, c'est beaucoup plus difficile qu'un pain dans lequel on mixe les deux couleurs et ça va. On devrait faire venir deux personnes, ou un par un, et faire un pari. C'est une part réalité, une part imagination. Mais avec les nouvelles technologies, on peut maintenant enregistrer. Mais je trouve que la différence quand on fait un sort de deux sons enregistrés et mis ensemble, c'est qu'on perd quelque chose. Parce que parfois, si on a par exemple deux personnes devant nous et elle dit, si vous faites ça, l'ensemble. Et là, l'humain devant moi peut me dire, non, Diana, tu te trompes. En fait, tu cherches cette couleur, c'est meilleur pour toi. Tiens, écoute. Et là, l'experte, la flûtiste ou l'experte violoniste va me dire, non, c'est ça que tu veux. Et là, je dis, mais en fait, t'as raison. Et donc, c'est en communiquant avec eux qu'on apprend comment faire. Mais ça veut dire que tu continues à apprendre tout le temps, alors. Et tu continues à écouter beaucoup. Oui. Ouais. On n'arrête pas. Parce que quand on arrête, j'espère qu'on n'arrête pas. Il y a beaucoup de choses qu'on fait plus ou moins automatiques quand on a des années de métier, je pense. On le sait, ça marche pas. On fait un pari parfois. C'est instant après. Mais si on arrête d'apprendre, là, c'est mortel. Je pense qu'on recrée ce qu'on a déjà fait avant. Donc, peut-être c'est plus vendable pour les producteurs ou les agents de musique ou des éditeurs, mais pour l'artiste, c'est fini, motivant. Quoi. Faut arrêter. Ouais. Ça veut dire que toi, t'écoutes beaucoup de musique toute la journée? Non. C'est quoi la vie, le quotidien d'une compositrice de musique? D'abord, j'ai mis mes enfants à l'école pour que ça soit calme. Ouais. Y a pas un jour qui est pareil. Et toi, t'as besoin de beaucoup de calme pour travailler? Ça dépend de la période de création. La conception, c'est le plus tendu. Parce que si on trompe là, c'est mortel. Donc on fait des conceptions en le plus calme possible. Ça m'est arrivé de sortir de la maison pour 2-3 jours, d'être dans une résidence ou un lieu un peu plus par ici, juste pour trouver... Pour t'isoler? Oui, pour trouver le temps nécessaire de penser, de m'écouter et de me calmer. Parce que la vie parisienne, c'est un peu stressant parfois. Ça bouge tout le temps et du coup, si on est dans cette dynamique, là, on vibre différemment. Et l'environnement, il y a un effet sur nous. Et donc, tu as besoin de te mettre au calme et de te concentrer? Oui, qu'est-ce que je voulais vraiment dire? Et qu'est-ce que c'est la meilleure façon de le dire? Qu'est-ce que c'est l'impact je pouvais avoir avec ce projet ou pas? Et l'impact sur moi, c'est un peu selfish. Égoïste, bon. Ouais, on peut dire c'est un peu égoïste. Nécessaire, en tout cas. Mais ce n'est pas vraiment égoïste si on pensait. Si on fait pas ça, là c'est égoïste. Si on fait pas ça, on peut pas avancer. Oui. Et là on reproduit ce qu'on sait faire. Ouais. Donc c'est égoïste. Ça veut dire que c'est un temps de remise en question. Tu re-questionnes beaucoup les choses. Oui. C'est la seule manière d'être sûr si ce qu'on fait est valable ou pas aussi. Et donc cette phase n'est pas acquis, je peux pas s'en sortir. Ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas. Donc soit je lâche le projet, ou soit je trouve jusqu'à j'arrive à le trouver ce que je veux. Et là, quand on passe à la prochaine étape de développement harmonique ou rentrée partition ou orchestration ou des choses comme un peu plus tranquilles, ça on peut faire dans le train. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, on écrit à table et tout, notre métier nous nécessite, surtout au départ de le projet, d'être avec l'interprète, de déplacer, de faire les résidences. Surtout quand je travaille dans le théâtre et tout. Maintenant, on est en train de développer un autre projet à Opéra de Lyon.
avec la metteuse en scène Élise Laloire. Et du coup, j'étais implantée avec la maîtrise. Il faut connaître l'énergie de cet ensemble, l'énergie de toutes ces jeunes filles devant moi pour mieux écrire pour eux. Pour eux, oui. Avec eux. Avec eux. Avec eux, oui. Il faut travailler avec. Ouais. C'est vraiment complexe, le monde de l'opéra. Bien sûr. Et je connais pas... comment dire, je maîtrise pas encore, je pense, donc c'est pourquoi je reviens et je reviens. Un jour j'arrêterai et là je dis face à autre chose. Oui. En fait, c'est comme ça que tu construis un chemin. Tu es face à des choses que tu sais pas encore faire et puis c'est comme ça que tu avances. C'est une démotivation. Oui, mais on réussit toujours à le faire en fait. Mais il faut que les producteurs ils nous fassent confiance parce que je sais qu'ils n'aiment pas quand on dit je sais pas faire, mais je voulais le faire. Et là, ils n'ont pas assurance parce que eux, ils ont besoin de remplir la salle, vendre les billets. Oui. Voilà. Alors que toi, en fait, peut-être que si tu es face à quelque chose que tu sais pas faire, c'est encore plus motivant et ça te mobilise encore plus. Oui. Mais c'est pas le spectacle entier ou la pièce entière que je sais pas faire. Il y a beaucoup acquis déjà. En fait, il faut que je présente les choses différemment. Mais quand tu dis faire les choses différemment, et ça c'est sur le long terme, c'est-à-dire que composition après composition, tu cherches un peu la même chose? Oui, je cherche, si on peut dire ça, je cherche pas la même chose, je pense. Chaque projet est unique et différent, mais je crois que je cherche un dépassement de soi. Et quand tu n'es pas en train de travailler, est-ce que tu travailles quand même? C'est-à-dire que est-ce que quand tu fais la cuisine ou est-ce que quand tu vas chercher tes enfants, est-ce que la musique est dans ta tête? Est-ce que tu continues, je sais pas, à composer, mais à réfléchir à ce que tu fais? Ça n'arrête pas. Je coupe des légumes et je écoute. Ah oui, les oignons, c'est magnifique, mais on peut... Allez, qu'est-ce qu'on peut chercher des mêmes légumes? Un autre légume qui fait le même son. Ah ouais. Et même en cuisinant, fait le dîner, je demande à mon mari, tu aimes ce son, hein? Et toute une série de discussions à la maison, oui, en tapant sur les poêles et tout. Parce qu'il est compositeur aussi. Il est compositeur aussi. Et donc, tout ce que vous faites au quotidien passe au travers le son. Oui. Et ça, ouais, c'est bizarre. Et ça veut dire que quand tu es dans la rue, quand tu te promènes, quand tu vas faire, tu écoutes les sons ou tu les entends juste? Ou tu les observes? Pas tout le temps, hein. Pas tout le temps. Parfois, on en est dans notre tête, on dit, ah oui, comment résoudre ces problèmes? Ça marche pas assez de passage, donc on n'écoute pas les oiseaux chanter. Mais on écoute ce qui se passe dans sa tête, et ça c'est de la musique encore. Donc c'est très obsessionnel comme C'est travail. obsessionnel, c'est comme, je crois que c'est comme tous les créateurs, les cinémas, des livres, je crois que le cinéma c'est des pires. Parce que pour monter un film, ça va à 3-4 ans et tout. C'est vraiment long. Ouais. Il faut avoir une bonne obsession qu'on peut tenir pour un longue durée. Et là, pour la musique, je trouve, musique concert, c'est très court en comparaison avec des métiers comme les cinémas, dans lesquels c'est long. C'est long, ouais. Toi, tu as une méthode de travail qui t'est spécifique à toi, ou la plupart, ton mari ou les autres compositeurs que tu connais travaillent avec à peu près la même méthode de travail, ou en fait, chacun a la sienne? Je crois que chacun a la sienne. Il y a des trucs à la base qui est en commune. C'est-à-dire, il faut comprendre la tessiture des instruments, toutes les choses qu'on peut apprendre au conservatoire ou école de musique. Tout ça, ça s'apprend. C'est nécessaire. C'est comment allumer le feu quand on fait la cuisine. Mais après la cuisine, chacun son manière. Avec chaque couture différente, avec est-ce qu'on veut les mettre en avant la goût ou la nutrition aussi. C'est ça. Et ça, tu t'inventes ta méthode de travail au fur et à mesure. Oui, et bien évidemment, maintenant, pour la cuisine, il y a des fusions. On prend avec les techniques françaises, mais avec la goût de japonaise. ou on adapte notre cuisine en fonction de la demande aussi, de l'interprète. Et c'est nécessaire, parce que c'est eux qui vont porter le projet. C'est eux qui vont vivre ça physiquement. Et donc, il faut mieux écouter s'ils ont des limites. Et si c'est les limites raisonnables qui ne cassent pas la vision, là, il faut écouter. Si c'est les limites pas raisonnables
ou c'est un problème technique de leur part. Là, il faut ajuster pour le concert, mais garder une part de soi sur la partition pour que la prochaine personne reprenne dans la meilleure condition. Et c'est délicat, c'est très très délicat, parce qu'il ne faut pas briser les personnes devant, parce que tout le monde fait pour le mieux. Mais dans le même temps, il ne faut pas aussi blesser ton exigence moi-même. Le processus est un danse, en fait, qui est assez agréable la plupart du temps. Mais est-ce que tu as l'impression que le rôle du musicien, ça peut être de rendre visible des enjeux ou des choses de notre monde aujourd'hui qu'on ne verrait pas? Est-ce que la musique peut être un médium pour attirer l'attention des gens sur certaines choses qui se passent dans le monde? Il peut être tout ou pas. On fait pour les raisons qu'on fait comme créateur, mais la réception, c'est complètement autre chose. Il y a des fonctions dans la musique. Quand on voulait danser, on met un autre type de musique. Quand on voulait conduire, on met un autre type de musique. Quand on voulait... Il y a des musiques fonctionnelles. Il y a aussi des musiques dans lesquelles on questionne. Il y a des musiques expérimentales. Donc il y a tout. Toi, tu t'intéresses aux musiques dans lesquelles on questionne? Plutôt ça. Mais j'ai aussi fait des musiques fonctionnelles. Oui. Ça me déplaît pas. Et quand je chante aussi dans le bain, ça c'est un autre type de musique qui met mon corps dans une certaine situation. C'est assez plaisant et c'est assez relaxant aussi. La musique, c'est comme la thérapie, ça peut être ça aussi. C'est ça qui est bien. Ça peut être tout. Mais c'est parce que la définition était tellement large que c'est difficile pour les gens aussi d'entendre dans la musique nouveau, les sons différents. Parce qu'ils ont déjà une définition dans leur tête. Qu'est-ce que c'est la musique? Qu'est-ce que c'est la fonction de la musique? Et du coup, on ne peut pas sortir de ça, je pense. Sauf quand on t'écoute, parce qu'il y a beaucoup de sons nouveaux. Oui, sauf quand on est curieuse, on veut les découvrir, on est prêt pour l'aventure. C'est un des enjeux principaux pour un compositeur de musique, en tout cas pour toi, c'est de découvrir des sons nouveaux, de créer des sons nouveaux. Je pense que c'est faire le son nécessaire. Oui. Si on cherche des nouveautés, on réinvente les roues. Ça n'existe pas pour moi. Tout est déjà là, c'est les combinaisons. Si on veut les se prendre, il faut d'abord avoir un sort de code. Et là, on peut se prendre. Il faut connaître le contexte pour le se prendre, pour que ça soit neuf. Et si on n'a jamais rencontré cette son, bien évidemment, c'est neuf. Donc, en fait, c'est pas important, ces questions, si c'est neuf ou pas. Important, c'est que qu'est-ce que je voulais transmettre? Qu'est-ce que cette personne en face de moi ressentir de cette situation musicale, cette expérience. Donc ça, c'est ce qui te guide quand tu crées un son. Oui. Pour les concerts ou pour les opéras, c'est ça en fait. Le son nécessaire. Dans le bon moment, c'est tout, pas plus. Et ça pourrait être ta définition de la beauté du son alors? Oui, c'est ça. On n'a pas parlé de beauté du tout. Hein. Justement. Ah, c'est bien. T'as bien terminé. Oui. La beauté, c'est dur en fait. C'est quoi? Quelle est ta définition de la beauté? Un son bien fait. Qu'est-ce que c'est un son bien fait? Tu peux l'expliquer? Un son bien fait, c'est un son qui doit exister dans le bon moment, dans la manière dans laquelle il doit exister. C'est hyper difficile la question de beauté, hein? Parce qu'on a une définition de beauté, c'est mathématique, et si on garde la ligne si on fait aussi hein, dans la musique, on fait en construction, parfois on joue avec la proportion. Et c'est la proportion qui nous donne la sensation physique aussi. Donc ça, c'est pas négligeable. Oui, ça peut être tout simple. Hein. Peut-être la question était vraiment simple. Oui. C'est un balance de tout, quoi. C'est un balance de goût, en fait. Aussi. Amertume, s'il y a trop d'amertume, ça, les gens peuvent rejeter, mais après, s'il y a un truc bien balancé dans la bouche, c'est ça dans le son aussi. Il faut bien balancer, parfois les résonances aussi. Qu'est-ce que c'est les voix qui est tellement belle, c'est un voix qui est balancé, enfin pas balancé. Balancer, c'est un autre mot en français. Ah, c'est équilibré. Équilibré, merci beaucoup.
C'est un son qui les résonances sont bien équilibrées. Pas trop devant, pas trop nasal, pas trop d'aria, pas trop. Pour moi, c'est le nécessaire. Le nécessaire, ouais. Le nécessaire. Tout ce qui est pas nécessaire, c'est pas bon. C'est juste comme Au bon endroit. au bon endroit, oui. Cet épisode accueillait la compositrice Diana So. Nous tenons à remercier Emmanuel Ondré, directeur de l'Opéra de Bordeaux, qui a rendu cette rencontre possible. Sur le fil de la création est un podcast du Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux, produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Amel Almia et j'ai coordonné et monté cet épisode. Constance Rubini a mené l'interview. Tom Fonteny l'a enregistré. Vincent Louba en a fait la réalisation et le mix. La musique est composée par Jean Thévenin. Et la production est supervisée par Blanche Martin et Antoine Vialbraun. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des étoiles et des commentaires et à en parler autour de vous. À très vite!